Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour notre programme de la soirée. Nous sommes jeudi et une seule destination, l'invité du soir. Et ce jeudi, c'est Agapit Napoléon Maforican qui plonge. Je l'installe. Et vous êtes avec moi. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Angela, bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous voulons opiner sur deux sujets majeurs. Ici, peut-être nous avons le temps, nous reviendra sur un troisième. Le premier sujet, c'est bien évidemment ces premières conclusions de l'audit du fichier électoral. Les experts ont parlé avec la presse à travers une conférence de presse au cours de laquelle les premières observations ont été révélées et également les recommandations ont été exposées à la presse en attendant bien évidemment le rapport final à transmettre au comité de pilotage. Dans le journal tout à l'heure, on a suivi la réaction du cadre de concertation de l'opposition qui est d'ailleurs l'un des acteurs demandeurs de cet audit du fichier électoral. Ils prennent acte et attendent bien évidemment le rapport final. Il ne pouvait en être autrement, Agapit Napoléon Maforican. Oui, il ne pouvait en être autrement, mais je pense que l'opposition pouvait bien faire preuve disons, de très bonne foi. Je veux dire très bonne foi parce que en réalité, ils disent qu'ils attendent le rapport, qu'ils reviendront sur un certain nombre de points, alors que quand vous écoutez les auditeurs, tout est clair. Ils auraient pu nous dire, ils auraient pu tout simplement constater que l'audit n'a rien révélé de particulier et que on peut saluer le processus. Et voilà. Mais bon, peut-être que le rapport final aura des éléments qui viendront peut-être étayer leurs doutes, on ne sait jamais, parce que le contenu d'un rapport et les premières conclusions sont souvent différents. Ah non, les premières conclusions ressassent toujours l'essentiel. Oui, donc du coup, on n'aura rien d'autre de formel que ce que nous avons eu à écouter du point de vue de la part des experts. Il est évident, et quand vous faites le point, l'essentiel, c'est que le processus est bien. Nous avons une liste fiable, un fichier fiable, oui, un fichier fiable. Donc, a dit l'expert, donc, un des experts. Ça veut dire, ce qui est fiable est en mesure d'être suffisamment clé et authentique pour pouvoir servir, surtout en matière de liste électorale. Un fichier électoral va induire la liste lorsque il y aurait les mouvements qui ont dévoilé, d'ailleurs, ils ont salué les mesures prises par l'ANIP pour permettre aux citoyens donc, de connaître le centre de vote et de se déporter eux-mêmes vers notre centre de vote. Le point qui va se poser, évidemment, c'est qu'ils fassent un bon suivi entre le moment où le citoyen fait ces mouvements-là et la dernière liste, parce qu'un centre de vote a un certain nombre d'élus également. Alors, est-ce que lorsqu'un centre de vote va dépasser le nombre d'électeurs possible, est-ce qu'on dit au dernier électeur, si c'est 500 électeurs, et il y a 501e citoyen qui souhaiterait aller, est-ce que ça va lui dire non, ou bien ça va l'accepter, et après, l'ANIP constatera qu'il y a 501, 503, 505, et va vouloir travailler là-dessus, le fichier étant informatisé, l'informatique va rejeter, sans doute, je ne connais pas l'application logicielle, et donc, comment cette partie est gérée, je le dis pour que les spécialistes puissent y veiller. Donc, mais ça, c'est quand même important que les citoyens aient cette latitude. Le cadre de concertation de l'opposition s'en est félicité. Je m'en félicite aujourd'hui également. Ils disent que c'est eux qui ont souhaité et qui ont conseillé cela à l'ANIP et que l'ANIP a pris ça en compte. Mais tant mieux. Même sous l'autorité du chef de l'État, l'ANIP peut toujours, une société étatique peut prendre en compte des bonnes observations des citoyens, soit-il du cadre de concertation de l'opposition. Alors, quand on écoute effectivement les experts, on nous dit qu'il n'y a pas de doublons, etc. Est-ce qu'on peut dire, avec ces premières conclusions, en attendant le rapport final, qu'on n'entendra plus parler de doutes sur notre fichier électoral à Agapit? Non, on ne dirait pas ça. Lorsque vous écoutez Jean-Baptiste Elias qui dit qu'on ne peut pas dire que c'est nickel. On peut encore dire que c'est nickel. Oui. Et quand vous écoutez l'opposition, maintenant vous sentez qu'ils ne vont pas abdiquer facilement. Ils vont essayer de donner du contenu aux recommandations, essayer. On a entendu que le projet de pilotage qui va sur la mise en œuvre Non, je pense que faut pas qu'il se la joue trop utile
hein, ou trop important, ou trop chose. Parce qu'en réalité, les acteurs du processus électoral sont connus. Donc, ils peuvent accompagner de leur expertise individuelle ou du groupe. Ils peuvent recommander, ils peuvent conseiller. Mais il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils vont exiger. Le processus se déroule bien. Tout ce que les auditeurs ont dit, la seule chose qui est utile à prendre en compte par le législateur, je dis législateur, c'est le votant en fin de cycle, qui n'est pas pris en compte. Le deuxième votant, le votant du deuxième processus. Pour la présidentielle. Pour la présidentielle, pour être clair. Donc, c'est le votant de la présidentielle, les nouveaux majeurs de la présidentielle qui ne sont pas pris encore en compte. Et ça, c'est un travail du législateur. Ce n'est pas un travail de l'ANIP ni de la Sénat. Alors donc, quelles sont les recommandations du cadre de considération de l'opposition? De deux choses l'une. S'ils arrivent à convaincre le Parlement de le faire et que lorsque le Parlement va se réunir en tout consensus, donc entre l'opposition et la majorité, il n'y aura pas d'autres boîtes à Pandore à ouvrir. Je suis convaincu que peut-être le Parlement peut les écouter. Le faire avant la présidentielle, donc? Il peut bien le faire. Il peut bien le faire. Le Parlement peut, à tout moment, tant qu'il y a entente et il n'y a pas rouerie, il n'y a pas doute, il n'y a pas soupçon de rouerie. En réalité, lorsque la classe politique se fait confiance et la confiance semble totale, vous verrez bien que ça va aller meilleur. Mais cette confiance n'existe pas. Le talon d'Achille de tous nos processus, c'est la confiance entre les acteurs politiques, la confiance des acteurs politiques en nos institutions, la confiance. Et lorsque ceux qui ont exercé le pouvoir viennent douter des institutions de l'État, vous comprenez que le citoyen lambda, lui, il est gros gens devant, parce qu'il ne comprend pas que des gens qui ont exercé le pouvoir, donc qui l'ont imposé à d'autres, puissent encore douter des mêmes services qui étaient à leur disposition au moment où ils exerçaient. Ça pose un problème vraiment d'acteurs et c'est peut-être là le vrai problème. Sinon, si le cadre de concertation convainc la représentation nationale et donc, parce que le cadre de concertation, qui est le patron du cadre de concertation, c'est Azat Tassou. Azat Tassou, c'est l'un des vice-présidents des démocrates. Les démocrates, c'est le parti qui porte le cadre de concertation. Bien sûr. Et c'est ce parti qui est au Parlement. Donc si les démocrates sont d'accord et arrivent à convaincre l'Union progressiste de renouveau et le Bloc républicain, ils peuvent se réunir ponctuellement pour permettre au nouveau majeur de 2026 de voter pour la présidentielle. Donc, je ne pense pas que ça poserait un problème au niveau de la NIP, au niveau de la Sénat, peut-être un peu plus de dépenses électorales, pas plus. Donc, et moi, je trouve que ce serait vraiment la meilleure chose qui puisse arriver possible. Mais s'il ne peut pas s'entendre, pour éviter toute boîte de Pandore à ouvrir, je pense que autant rester tranquillement là, finir le processus et faire assumer l'exclusion de ces nouveaux majeurs. Je le mets en griffe. Oui, c'est... Bon, je montrais en griffe ou sans griffe, ils ne sont pas pris en compte, c'est tout. Donc s'ils peuvent s'entendre, c'est ce qui est souhaitable pour ne toucher que ce volet-là. S'ils ne s'entendent pas, c'est bien qu'ils n'aient pas perturber le diable qui dort, surtout en lui marchant sur la queue. C'est pas toujours bien. Ce sera évidemment si ça arrivait à s'entendre sans incidence sur les élections générales de 2030. C'est ça que je dis. Tant qu'ils s'entendent, il n'y a aucune incidence. Il ne peut pas avoir d'incidence réellement. Tant qu'ils s'entendent, il n'y a pas de problème. Et même si... la date des élections est constitutionnelle. Oui. Et donc, du coup, on ne peut pas toucher aux dates des élections. Ça, là, c'est clair, c'est net. Mais ils peuvent s'entendre et ça peut ne pas toucher les dates. Il suffit que la Sénat réactive un peu et revoit un peu les calendriers. Si s'entendent, c'est souhaitable. Mais je dis encore, ce n'est que des recommandations. Donc, c'est pas impératif. C'est pas impératif. Donc, montrer sa bonne foi jusqu'au bout serait également intéressant. Non, on n'est pas ici dans la bonhomie. C'est pas, c'est-à-dire que ici on est dans un processus étatique sérieux où c'est pas nécessairement, on ne peut pas tout prévoir. Comme je dis, dans le cas d'Express, le processus est normal. Tout ce qui se déroule est bien, mais rien n'est parfait. Donc c'est ça la recommandation.
Rien n'est parfait. Sinon, dire que l'ANIP est souciée à la présidence de la République, ça tout le monde le sait. Demander que l'opposition ait son regard sur la mise en œuvre du travail que l'ANIP fait, c'est pas normal. C'est une structure étatique. L'opposition n'a pas à aller, l'opposition peut recommander. L'opposition, comme tout citoyen, peut avoir accès à un certain nombre de choses liées au service public. Mais en période électorale, si on a envie, c'est un débat à ouvrir en dehors, si on a envie que l'opposition intervienne dans le processus de mise en place de la liste électorale, je dis de la liste électorale, là il faut trouver le mécanisme de transformer, de transposer vite le fichier. Moi, je l'ai suggéré qu'un an avant les élections, donc du coup, les premières élections, ça veut dire en janvier de l'année, N-1 des élections, la Sénat prend possession du fichier et des recommandations de la NIP, des projections statistiques de la NIP. Et dès lors, l'opposition est associée au processus jusqu'à la fin de la confection de la liste. Bon, moi, ça ne me dérange pas sous le législation de la Sénat. S'il y a des aspects techniques, la Sénat renvoie à la NIP, mais prend de l'année N-1, donc janvier de l'année précédant les élections, jusqu'à la fin du processus, ensemble avec l'opposition. Je pense qu'une réforme des tests en la matière peut concourir à cela. Mais ça, ce n'est pas pendant les élections actuelles, ce sera pour les prochaines élections. Donc, après, ce débat peut se faire après nos élections. Donc, rien n'est pressant. Nos élections ne mettent pas fin au Bénin. Le Bénin est immortel et éternel. Donc, du coup, ce qu'on n'a pas pu faire, on le fera après l'élection. Voilà, donc... On attend ce rapport final. S'il y a d'autres éléments sur lesquels il faut revenir, on y reviendra, mesdames et messieurs. Mais il y a un rapport dont on connaît déjà le contenu. Il s'agit du rapport de la commission ICPC, commission mise en place pour enquêter suite à cette dénonciation ou à cette dénonciation. Oui, mais juste un mot, par rapport au cas de l'opposition, mais j'ai évoqué notamment leurs préoccupations sur le parrainage. Ah oui, c'est important de dire un mot là-dessus. Je pense que d'abord, il faudrait vraiment que la Sénat explique et donne des raisons pour lesquelles elle a retiré. Elle s'est expliquée lors de la récente réunion, pour ce que j'ai été, c'est que la Sénat explique c'est son chronogramme à elle, que ça n'agit pas sur le chronogramme des élections. C'est le temps justement de consulter les parrains afin de pouvoir... c'est ce que je pense que la Sénat a mal ordonné à ce niveau, il faut être clair. Et parce qu'il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas ces gens de cafouillage dans le chronogramme. C'est elle-même qui a fait son chronogramme. Il faut qu'elle travaille à ne pas perturber son propre chronogramme. Et si elle doit le perturber, qu'elle le dise tôt. Aujourd'hui, la communication dans ces genres de travail est très importante, est très utile, est impérative. Et la bonne communication, c'est l'anticipatrice. C'est-à-dire, pour qu'il n'y ait pas de doute, lorsque vous annoncez les fiches, le déploiement des fiches, et après vous les retirez sans explication, et après vous dites que c'est votre chronogramme, ça n'impacte pas. On peut, quand il y a un flou, on dit un loup. Donc il faut éviter que des gens se saisissent des loups qui n'existent pas réellement, mais parce qu'on crée soi-même le flou. Alors donc on donne acte au loup. Il faut éviter ces gens c'est ce que je vous ai dit. Je pense que la Sénat a mal joué à ce niveau-là et doit pouvoir rattraper le plus tôt possible, malgré son explication, répéter à l'opposition qu'il n'y a rien de particulier, rien qui dérange et que c'est peut-être pour mieux huiler la machine, mieux organiser et qu'elle s'est peut-être trompée. Voilà. Il faut qu'elle le dise clairement pour qu'on puisse prendre acte de cela. Aujourd'hui, nous sommes dans ce processus, il ne faut pas laisser la place à l'improvisation et au doute. Voilà. Donc c'est très important à ce niveau-là. Il faut le faire et sur tout le niveau, que ce soit au niveau, c'est surtout au niveau de la Sénat que c'est important parce que c'est elle l'organe central, l'organe de gestion. Les autres institutions, leur rôle est plus ou moins encadré. Vous voyez, les magistrats sont retrouvés, les juges, pour faire un séminaire sur le droit pénal des élections. Vous voyez ça, l'opposition n'a pas à rentrer dans ça, parce que ça relève du pouvoir régalien des juges. Et donc, du coup, la Cour constitutionnelle a trouvé, l'opposition n'a pas à dire, la mouvement n'a pas à dire, parce que c'est le pouvoir régalien du juge constitutionnel, le juge administratif par rapport au contentieux des élections communales. Donc, eux, la HAC par rapport au suivi de campagnes médiatiques, chacun est dans son domaine qui lui est régalien et que dans lesquels... Mais l'organe de gestion, c'est l'organe de tout le monde. C'est la Cour commune en matière donc de gestion des élections. Et il faudrait qu'elle soit vraiment beaucoup plus
dynamique. Je pense que ces élections sont des élections capitales. C'est la première fois qu'on veut faire des élections générales. Il faut qu'elles soient moins administratives, et plus proactives que ce qu'elle fait. Elle est déjà dynamique, il faut dire, mais pas de place pour l'improvisation. Et si une démarche semble ne pas pouvoir aboutir, il faut très tôt concerter d'abord les parties prenantes pour qu'il n'y ait pas de flou qui engendre des loups. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafourécan. Et je le disais, on va en venir donc sur le second rapport dont nous parlons, le rapport de la commission HCPC dont les conclusions ont été présentées à la presse. D'après ce que le haut-commissaire Jacques Minga a lu en présence, bien évidemment, des acteurs, M. Akpona et Adambi, les allégations de détournement de fonds ont été rejetées par la commission. Aucun élément n'a permis d'établir la moindre preuve de malversation ou de détournement de fonds publics. Agapit Napoléon Bafourécan, donc acte. Oui, c'était évident. C'est évident. M. Akpona ne prendrait pas de risque de s'excuser s'il avait de la matière. Il avait de la matière, il n'en avait pas. Je pense qu'il s'est laissé aller. Peut-être il s'est embrouillé. Peut-être il a voulu, il s'est laissé, peut-être c'est venu. Il ne sait pas qu'il aurait. Enfin, il aura l'occasion un jour de nous expliquer ce qui a pu se passer en lui. Il est contrôleur de compte. Ouais. Ça, oui, un commissaire de contrôle. Vérifie, contrôle, audite, il me semble parfois. Il me semble, et certifie surtout. Alors, le problème, quelqu'un qui fait ça, fait de la vérification. Et donc, il ne peut pas sans documenter c'est une affirmation. Donc il aura l'occasion de nous le dire. Mais pour moi, avec ce qui était passé à l'EPA2, je doutais fortement qu'il puisse avoir des situations du genre avec tant de milliards pour des communautés et rien ne soit su. Vraiment, moi ce rapport m'apaise, comme dirait l'autre hier. Et c'est pas le rapport apaise. Apaise pas parce qu'il y avait des doutes, apaise parce que il ferme une page, malheureuse page de notre histoire, enfin de l'histoire politique, entre deux camarades de parti. Mais cette situation me fait dire par ailleurs que ça va passer qu'on est dans le même parti, qu'on est nécessairement, on est peut-être camarades du parti, mais les intérêts étant divergents parfois, c'est rude. Hein. Et vous voyez, jusqu'où ça nous a conduit. Un ministre dégommé, l'autre le plaçant, une dérive vers... Hein, et voilà, lui-même il perd son poste, une assignation, pas assignation directe, deux contrôles, une vérification d'une commission de l'organe de gestion de la corruption, de prévention, et un parlementaire. Vous voyez, tout ça pour ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On est dans la République du Bénin. Ici, c'est le 29. Ah, mais quand vous le dites souvent, c'est péjoratif à mon oreille ou à mes oreilles à moi. Hein. Mais bon, peut-être que c'est pas ce qu'on dit. Qu'est-ce qui est péjoratif? Ici, c'est le Bénin. Oui, parce que... C'est un peu péjoratif. Non, regarde, c'est tout ça montre quand même que ça manque de discipline. Hein, tu vois, ça va sinon, même cette sortie malheureuse. Hein, quand il a dit que je me suis trompé normalement, je pense que bon, autant l'organe parlementaire, autant l'organe de lutte contre la corruption c'est sans saisir, mais bon, les parlementaires, 3 mois d'enquête, bon, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Est-ce qu'on va entendre quelque chose de contraire Moi, non. De cette ils sont déjà là, c'est bien qu'on les entende aussi. Ça, comme surtout que le parti de l'opposition est dedans, c'est bien, c'est peut-être ça l'intérêt, mais 3 mois, ça me pose un même problème ça, c'est un travail qu'il peut confier à l'administration parlementaire ou bien à un petit groupe d'experts indépendants de leur regarder combien de milliards, c'est quand même pas 100 milliards, non? C'est combien? Bon, donc, pourquoi 3 mois pour vérifier un truc purement... Alors, la commission HCPC a eu 1 mois, non? Oui. La commission a eu 1 mois. Alors, les parlementaires, 45 jours, à mon humble avis, la moitié du temps leur suffirait. Donc, du coup, je dis, bon, enfin, c'est le Bénin. Et c'est pour ça que je dis, c'est le Bénin. Sinon, tu es ministre, comment tu peux te lancer à des déclarations aussi fantaisistes comme ça, alors publiquement, indexant même, afin que, effectivement, un membre de ton parti aussi directement. Bref, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas pour acculer notre ami, non, le ministre Akpona, non, c'est pas mon souhait du tout.
Et bon, c'est la réflexion peut-être. Il faut que tout le monde se calme. Je pense que ce rapport apaise, sans doute. Celui des parlementaires, j'espère, ira dans le même sens. On va fermer cette malencontreuse. J'ai vu que chacun d'eux, ils ont serré les mains tout à l'heure. J'ai constaté que Apona est de nouveau actif sur le plan politique, sur le champ. J'ai espoir que le ministre Adambi revienne également dans le champ et que, bon, voilà, il paie dans l'intérêt du parti et surtout dans l'intérêt de la majorité présidentielle. C'est pour un demain. Appel des braves, Agapit Napoléon Bafouika. C'est trop tôt. Mais je pense que dès que l'autre a dit, excuse. Oui. Non, que cette justice ne pose pas un problème. Ça dit qu'à tout moment, là, le procureur peut continuer. Le procureur peut ne pas que c'est parti. Même si M. Adambi retire. À partir du moment où c'est du domaine public, parce qu'on n'a pas eu de détournement, même si c'est l'autre seconde de dénonciation calomnieuse, l'action que le HCPC a emmené, le procureur peut aussi demander à voir, au nom de l'intérêt public, à voir clair. Et lui, sa mission est plus injonctive que celle du HCPC, parce que le HCPC est une administrative. Ils vont utiliser peut-être les mêmes expertises, mais finalement l'enquête judiciaire, l'enquête diligentée par le parquet, peut être plus utile du point de vue du droit. Donc du coup, même si l'action et la situation directe est maintenue, c'est pas encore pour que les deux échappent. Il a besoin l'excuse. Dans l'absolu, on le condamnera. L'amende concernée, combien de millions, les 5 ou 10 millions. Voilà, donc ça lui apprend certainement à gérer sa rhétorique politique. Voilà, donc je trouve que chacun d'eux a fait ce qu'il faut faire. Adambi a gardé la bonne posture. Je trouve que ce qu'il a fait, l'action judiciaire, le ministre Apona a fait ce qu'il devait faire. Le HCPC a fait ce qu'il devrait faire. Peut-être que les parlementaires également. Bon, donc voilà. J'espère que cette vilaine page va se fermer pour le bien du Bénin. Voilà. Dernière question que j'avais posée à mes débatteurs, mais je vous pose d'abord. Le rapport, tout en écartant les détournements, fait néanmoins un état de faiblesse dans la gouvernance administrative et financière. Ces faiblesses, comme un manque de personnel qualifié, l'instabilité des responsables, ne constituent-elles pas, Agapit Napoléon Bafouika, peut-être un terreau favorable à la corruption, même sans preuve de détournement? C'est partout dans notre administration. C'est partout. J'ai fait la NLC. C'est partout. Je vous pose la question à dessus. Non, c'est partout. C'est partout. C'est pas nécessairement lié. C'est déjà bien que malgré ça, malgré ce qu'on, il n'y ait pas de détournement. C'est déjà bien. Ça veut dire que le peu qui est là, le personnel qui est là, malgré tout ça, on essaye de gérer au mieux. C'est déjà ça. Regardez au niveau de l'ANIP, on a dit, quand vous écoutez les experts, vous dites quand même que, mais ce Bénin étonne, comme le président Kérékou, mais tout le monde parle, on doute, mais ça va, ça marche. Les projets marchent. Donc, voilà deux rapports, coup sur coup, qui montrent quand même que, malgré tout, je dis, mais ça marche. L'ANIP, par rapport au fichier électoral, ce fameux sulfureux dossier de fonds siphonnés, de fonds prétendument siphonnés, là aujourd'hui, montre que c'était donc, malgré tout, donc les recommandations sont toujours utiles. Vous voyez, lorsque vous allez sur un champ, il y a quelques faiblesses, c'est normal qu'il y ait des recommandations pour améliorer. Mais ça ne veut pas dire que ce qui se fait est mauvais. Il est évident qu'il faut toujours faire en sorte de mieux faire. Donc, les recommandations du HCPC, le gouvernement les appréciera et fera ce qu'il fera pour améliorer peut-être la gouvernance administrative et toute la gouvernance de nos projets, la gouvernance des fonds publics qu'on met sur le marché dans le cadre des travaux ici. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafouika. On a fini. Je ne sais pas si vous avez un mot pour conclure. Non, salut l'opposition quand même. Je voudrais bien dire quand même que bon, elle joue, en ce cadre-là, elle joue son rôle de veille. C'est appréciable. L'essentiel est que chacun reste dans son couloir et que nul ne piétine le champ de l'autre pour le bien du pays. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est tout pour l'invité du soir. Nous vous retrouvons demain avec un autre invité. Je vous rappelle également que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques. Nos programmes se poursuivent. E-Télé avec vous, pour vous.